Bonjour, bienvenue, bonjour à tous, Isabelle, bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes dans notre espace psychanalyse pour tous, psychanalyse pour tous. Libérer l'énergie psychique, oui. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nidal, bonsoir René. Bonsoir Michel, donc nous faisons cette petite introduction, non, pour Laetitia, Bibi chérie, bonsoir, Doriane, donc nous nous connaissons, Vanille, nous nous connaissons, nous nous retrouvons tous les mardis à 21h, donc nous sommes un groupe, Sabrina, bonsoir, assez important, nous avons l'habitude d'être Néléa, Célia, bonsoir, nous avons l'habitude d'être pratiquement 150, je crois que tous les mardis. Valérie, bonsoir. Carlos, bonsoir. Donc nous sommes un groupe assez. Jonathan, bonsoir. Joséphina, Aïda, bonsoir. Arnaud, je vais bien, merci. Christelle, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Agère, bonsoir. Katia, bonsoir. Kaltoum, bonsoir. Diane, Sonia, Mokran, Féti, bon, et Marie-Laure, bonsoir. Marion, bonsoir. Claire, comment allez-vous? Martine, bien bonsoir Martine. Claudette, bienvenue. Mirkov, bonsoir. Jasmina, donc vous voyez, nous venons de nous connecter, nous sommes déjà Ivanka 72, 74, donc Anthony, bonsoir, Samia, donc comme je disais, nous nous connaissons, Olivier, bah oui, nous connaissons Olivier, Angélique, bonsoir, Sarah, bonsoir, donc Mohamed, bonsoir, nous sommes dans cet espace qui nous réunit donc aujourd'hui à 21h, comme tous les mardis, psychanalyste pour tous, où nous nous proposons de diffuser la nouveauté que Freud donc a présentée en 1900. Bonsoir psychanalyse, bonsoir Marie-Thérèse, comment allez-vous Marie-Thérèse? Annabelle, bonsoir. Donc, et nous nous proposons, donc comme tous les mardis, de faire référence et Khadija, bonsoir, Badis, bonsoir. Donc, nous nous proposons de diffuser les informations que Freud nous a laissées, donc je disais, donc à partir du siècle, depuis le siècle passé, même pratiquement le siècle antérieur, où il nous a donné d'excellentes informations pour pouvoir penser l'être humain un peu plus à la mesure de l'humain, je dirais. J'allais là. Bonsoir, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de langage, Bénice, nous sommes des êtres de langage, Dali, bonsoir, Delphine, bonsoir, des êtres de langage qui, grâce à la parole, et nous avons la possibilité, grâce à la parole et à une structure tout à fait particulière, de mobiliser notre énergie et de pouvoir donc modifier d'une certaine manière les obstacles qui nous empêchent de développer, bonsoir Corinne, de réaliser dans notre vie ce que nous aimerions pouvoir réaliser. Puisque nous sommes tous, surtout ceux qui participent ici, nous avons tous une certaine ambition et nous voudrions pouvoir, on va dire, faire de... j'allais dire vivre un peu mieux ou simplement vivre un peu plus ou vivre simplement. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes dans des situations qui ne sont pas des contextes sociaux, qui sont des par l'être, disait Lacan. Ah, je ne sais pas à quoi vous faites référence, René. Pardon. Excusez mon ignorance. Excusez mon ignorance. Donc moi j'étudie pour venir vous en parler le mardi. Et donc le texte que j'ai étudié cette semaine, c'est un texte donc de Freud de 1914, donc ça fait déjà 14 ans. Rachel, c'est avec impatience qu'on attend cette rencontre. Salma parle être. Ah ok. Fifi bonsoir, Tala bonsoir. Et donc oui, on va voir que l'être, en fait, il va falloir se laisser être, aussi dit Lacan. Non, Lacan, il dit qu'il faut se laisser être, c'est-à-dire faire le travail que nous devons faire et que c'est en le faisant que nous allons être. Donc, aujourd'hui,
aujourd'hui, ce soir, je me propose de venir vous parler un petit peu de ce texte de 1914, donc je disais de Freud, c'est-à-dire que la psychanalyse est déjà en marche et que Freud, tout au long de ses découvertes et de ses productions, va nous écrire, Nathalie, bonsoir, pardon, va nous écrire des textes de ce qu'il voit, de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va continuer à nous former tout au long de son travail. Il nous laisse une œuvre importante pour que nous puissions continuer à nous former. Donc le texte que nous allons travailler ce soir, enfin une partie du texte ou l'idée du texte que j'aimerais bien partager avec vous, c'est donc ce texte qui s'appelle Remémoration, élaboration, bonsoir Sylvie, et répétition. Alors, c'est un texte fondamental, c'est un texte dans l'école de poésie et psychanalyse où je continue ma formation, Nadia bonsoir, Annie bonsoir, où je continue donc ma formation ici à Madrid. Donc je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de cette école. Et c'est le premier texte que nous présentons dans on va dire dans la partie du programme. Le programme est divisé en 3 parties. Dans la partie du programme qui fait référence à la technique psychanalytique, c'est-à-dire quels sont les éléments que le psychanalyste va avoir besoin pour mieux écouter le patient, pour se rendre compte. Donc c'est intéressant, ce sont des textes qui sont très intéressants parce que ils ne parlent pas de la matérialité de l'inconscient, la matérialité c'est la sexualité, ce que Freud présente comme la sexualité, sinon qui va nous parler de la technique. Donc vous vous rappelez que la technique en psychanalyse, c'est l'association libre en transfert. D'accord ? Donc c'est dans une situation analytique où il y a 2 éléments qui vont rentrer en jeu, qui vont faire partie. Donc, un qui va correspondre donc au travail du patient, c'est le patient qui doit présenter son association libre, et de l'autre côté, c'est le système de force qui va s'établir, non ? Parce que le transfert, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas ce que le patient va dire qui lui arrive avec le psychanalyste ou qui lui arrive pas, sinon que c'est la possibilité, c'est un terrain de force, comme si tout d'un coup, non, c'est un terrain de force où il va y avoir la possibilité de cette mobilisation de l'énergie. Donc c'est à partir de l'interprétation des rêves que Freud va modifier la technique qu'il utilisait jusque-là. Puisque avant l'interprétation des rêves, Freud, ou au départ de son travail qu'il pratiquait donc avec Brouwer, où il utilisait l'hypnose. Et en fait, dans ce texte, il va dire oui, alors c'est vrai qu'avec l'hypnose, on arrivait facilement au souvenir, puisqu'on endormait, Fabienne, bonsoir, on hypnotisait, pardon, le patient, et donc on lui posait des questions, le patient, gentiment, il nous répondait. Alors, il a facilement abandonné l'hypnose, le système de l'hypnose, parce qu'il dit bien sûr qu'il nous révèle des souvenirs qui peut-être ne nous révéleraient pas d'une autre manière. Il dit, mais premièrement, ce travail de remémoration de certains événements de la vie du sujet, ça ne modifie pratiquement rien. C'est-à-dire que ça modifie une apparence, on va dire une apparence, une surface, mais ça ne modifie pas, Esther bonsoir, la structure. Parce qu'ici, nous sommes dans l'appareil psychique, et ce que nous voulons, ou ce que le travail analytique va permettre, c'est donc une mobilisation de l'énergie dans l'appareil psychique qui va permettre une autoconnaissance et une auto-transformation. Bonsoir Geneviève. D'accord, ça c'est le travail analytique. Et en fait, c'était quelque chose donc de totalement impossible avec l'hypnose. Donc, Freud, il va abandonner l'hypnose, premièrement parce qu'il dit que tout le monde ne se laisse pas hypnotiser, et qu'en plus, quand il y a des choses que le patient ne veut pas dire, même hypnotisé ne va pas le dire. Alors, il va renoncer, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que lui, quand justement il va commencer à utiliser la méthode d'interprétation-construction, Camille bonsoir, quand il va utiliser la méthode d'interprétation-construction, il va se rendre compte que parfois, ce n'est pas aussi facile d'obtenir des informations du patient. C'est-à-dire que tout d'un coup, il reste bloqué, il dit non, j'ai rien à dire aujourd'hui, j'ai rien à dire.
Donc, bleu lumière, bonsoir. Donc il dit, je n'ai rien à dire. Donc c'est vrai que si on pouvait l'hypnotiser, ben il dirait quelque chose. Mais Freud, il va nous expliquer donc quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que plusieurs choses qui sont très intéressantes. Donc lui, il va renoncer à l'hypnose. Il dit, même si apparemment ça semble plus facile, qu'elle n'est qu'une apparence, c'est qu'en fait le résultat qu'on obtient ne sont pas de véritables, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'étiologie de ce qui a provoqué le symptôme. Non, on ne touche pas le centre de la question, on reste sur non, le décor, on va dire, on reste dans le décor. Et, euh, et il dit donc, avec la psychanalyse, avec la méthode donc d'interprétation-construction, avec la technique de l'association libre en transfert, il dit c'est vrai que nous n'allons pas obtenir les résultats que le patient parfois ne va pas raconter non, ses souvenirs avec autant de facilité qu'avec l'hypnose. Mais il dit mais je renonce à cette facilité pour obtenir de meilleurs résultats. Hein, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit on va pas le rat bonsoir, Besma bonsoir, donc il dit on va renoncer à la facilité pour obtenir de meilleurs résultats. Et donc, parce que, bien évidemment, ce que lui avait montré l'hypnose à Freud, donc ce que lui avait montré l'hypnose, c'est qu'il y a des choses que le patient sait de lui-même, mais qu'il ne sait pas qu'il sait. D'accord? Donc il s'est rendu compte qu'il y a des informations que la conscience n'a pas. Alors une fois, parce qu'on va faire référence un petit peu à 3 niveaux différents, parce qu'il y a le niveau de la conscience, et il y a le niveau du préconscient. Donc le préconscient, c'est les informations qui, un jour, sont passées non, par la conscience et qui n'ont pas été exactement réprimées, sinon qui sont restées, non, on les a mis dans l'armoire du préconscient, c'est-à-dire des informations qui n'étaient pas, qui ne servaient à rien au moment, non, de la vie quotidienne, donc on les met dans un tiroir. Mais que de temps en temps, qui peuvent ressurgir, donc ce sont des éléments qui sont déjà passés dans la conscience. Et il y a un autre type d'éléments, c'est des éléments qui ont été réprimés, c'est-à-dire qui sont passés à l'état d'inconscient, qui ont été réprimés et qui ne vont plus réapparaître, on va dire, tels quels dans la conscience, sinon qu'ils vont apparaître de façon déformée. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler d'un savoir inconscient que le sujet a de lui-même, mais tant qu'il ne rentre pas en analyse, il ne va pas pouvoir découvrir quel est ce savoir, non, ce savoir inconscient qu'il a, ce savoir sur lui-même, parce que quand il associe librement, non, Freud va dire, quand il associe librement, le patient, il associe toujours avec 2 représentations finales. Donc, vous voyez qu'il sait. C'est-à-dire qu'il ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a toujours 2 représentations finales. Une, c'est qui fait référence à, on va dire, au travail analytique, et l'autre qui fait référence à sa relation avec le psychanalyste. Donc ça, ce sont les 2 représentations. Dans tout ce qu'il va dire, elles sont toujours surdéterminées par cette situation. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose que le patient, il sait ce qu'il fait là où il est. Et donc, c'est ce que la psychanalyse donc, va l'aider à découvrir, ce savoir inconscient grâce à l'association libre, où il va pouvoir donc nous donner les informations nécessaires pour pouvoir produire l'interprétation. Donc, et donc on va voir, mais bien sûr, ce qui s'était rendu compte, donc Freud, c'est que très souvent il va se passer que au départ d'une analyse, le patient peut être très enthousiaste avec la décision qu'il a prise et donc il parle beaucoup, sans difficulté, je raconte ceci, je raconte cela, il n'y a pas de... Et puis tout d'un coup, il peut se passer différentes choses pour le patient, mais qui va bloquer l'association libre. Freud va parler de résistance. Donc les résistances qui vont avoir lieu dans le travail analytique, les résistances qui vont, attention, c'est quelque chose que Freud, nous connaissons bien dans le travail analytique, parce que Freud l'a bien étudié, mais les résistances, elles existent au niveau de toutes les choses de notre vie. Hein. Nous n'allons pas tous les apprentissages, par exemple. L'être humain, il a une grande capacité d'apprentissage et pourtant,
il va aussi mettre certaines résistances pour ne pas apprendre trop vite, pour ne pas être surpris. C'est-à-dire que face au changement, et ça c'est le maestro Pichon-Rivière qui nous disait ça, que dans chaque sujet, donc pas dans chaque sujet, mais qu'il existe, et on va le voir dans les séances analytiques, la peur du changement. C'est quelque chose qui arrive donc au patient, la peur de changer. Entre l'inconnu qui va se présenter, mais c'est pas parce que c'est inconnu, c'est pas parce que je le connais pas, c'est parce que cette chose que je ne connais pas, il va falloir que je travaille pour l'appréhender. Parce que Freud il dit que les résistances, elles existent face à toutes les nouveautés qui arrivent dans notre vie, et qu'en fait, ça correspond à une résistance. Pourquoi? Parce que ça va m'obliger à un travail. Ce serait l'angoisse de la naissance, dit Salma. Non, Freud, il a démontré que ce n'est pas l'angoisse de la naissance. Non, ça c'était, je crois que c'était Otto Rank, non, qui parlait de l'angoisse de la naissance, que Freud a repris justement pour montrer qu'il ne s'agit pas de ça. Sadek parle, que pensez-vous de l'auto-analyse? L'auto-analyse, ça n'existe pas. Ou alors, je ne sais pas de quelle analyse il s'agit. Non, parce qu'on a besoin d'un autre, de la même façon qu'on a eu besoin d'un autre pour naître. Non, on nous a fait naître. Rappelez-vous, Sadek, on nous a fait naître. S'il n'y avait pas quelqu'un qui nous aidait, non, pour naître, pour grandir, des éléments réprimés peuvent-ils réapparaître dans l'hypnose, et surtout, le sujet a-t-il conscience d'en avoir formulé si tel est le cas? Sinon, cela n'aurait aucun intérêt. Est-ce pour cela que Freud a abandonné l'hypnose? Non, il a abandonné parce que ce n'était pas efficace, parce que tout le monde ne se laissait pas hypnotiser, d'accord? Et parce qu'il y a des choses que, de toute façon, le sujet même hypnotisé. Il y a une anecdote que Ménassa raconte, le directeur de l'école qui dit qu'il faisait des séances au début avec des amis psychanalystes, il faisait des séances justement d'hypnose, et ils ont hypnotisé un des amis. Donc il y avait une histoire de montre en or dans l'histoire, et ils lui ont demandé où est-ce que tu as mis la montre en or, on voit que tu l'as plus, où est-ce que tu l'as mis? Et même hypnotisé, il l'a pas dit, c'était son secret, et il l'a jamais réveillé, non? Donc Vanny demande si les résistances sont saines, c'est une manière de se protéger. Donc les résistances ne sont pas saines, sinon que c'est un mécanisme qui existe. D'accord? Donc ce n'est ni sain ni malsain, c'est un mécanisme qui existe. Ce n'est pas une manière de se protéger, non, parce que se protéger de quoi? Se protéger de quoi? De comment vous voulez vous protéger? Non, c'est un mécanisme, c'est-à dire qu'il y a une relation de force qui existe, et face à cette relation de force, il y a des résistances, non, qui vont apparaître. Et Freud, il va dire, au plus la résistance est forte, alors d'abord il va nous dire que on appelle résistance tous les éléments qui peuvent avoir lieu pour s'opposer au suivi du travail. C'est-à-dire tout ce qui vient faire obstacle au suivi du travail, il dit, on va le considérer comme une résistance, se protéger de l'angoisse. Non. Marion, renoncer à ces symptômes, c'est forcément difficile car c'est une solution, c'est imparfaite, trouvée par le psychisme à un problème. Lefebvre, la résistance peut-elle diminuer l'angoisse? Donc la résistance, ce n'est pas en relation directe avec l'angoisse. L'angoisse, c'est un autre. La résistance, c'est, par exemple, Freud, il va nous dire une résistance, c'est tomber amoureux du psychanalyste, avoir des sentiments, donc on ne peut plus parler, ou on ne peut parler que de ça, et donc Freud, il va interpréter, il dit ça, c'est quelque chose qui a lieu pour donc interrompre le travail analytique. D'accord? Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose ni de sain ni de pas sain, c'est une relation qui a lieu, qui peut avoir lieu et qui a lieu très souvent dans les relations analytiques, où en fait, ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, où Freud il va dire ce qui se répète dans la relation, dans le transfert de ce transfert analytique. Comment expliquez-vous cet enjouement actuel à l'hypnose? Pour ne pas arriver à la psychanalyste, là. Et ils sont en 1895. D'accord? Donc, je veux dire que ce sont des méthodes qui ont été utilisées par Freud, non, et qui lui ont permis, donc c'est pour ne pas faire le travail de l'association libre, parce que, imaginez, là, l'hypnose pour le patient, c'est beaucoup plus facile, il n'y a rien à dire. Il y va, on va lui faire le... D'accord? On l'hypnose. Je veux dire que nous sommes dans une société où ce qu'on cherche, c'est la facilité. Nous allons vous résoudre vos problèmes en 3 mois.
en 3 mois, vos symptômes vont disparaître. Voilà ce qu'on nous vend, non? Comment passer les résistances. Continuez, Jasmina. S'il y a refoulement, c'est qu'il y a des interdits qu'on n'ose pas franchir. Non, c'est pas aussi simple, non? C'est-à-dire qu'il y a du matériel qui est réprimé, du matériel qui est refoulé, d'accord? Et que au plus dans le travail analytique on se rapproche de ce matériel, au plus les résistances vont être abondantes, d'accord? Et donc il va falloir, non, accepter que c'est un phénomène qui a lieu dans chaque travail. Les attaques du cadre sont-elles les attaques du cadre? Qu'est-ce que ça veut dire, le lumière? Les attaques du cadre. Tout ce qui vient faire obstacle au travail analytique. J'ai plus d'argent, j'arrive en retard, j'ai rien à dire. Tout ce qui vient interrompre le travail analytique va être lu comme une résistance, donc, au suivi du travail, bien évidemment, simplement. D'accord? Et donc, il va nous dire que tomber amoureux, c'est quelque chose, tomber amoureux ou avoir des sentiments excessifs ou être troublé par cette relation, tout ça, ce sont des éléments qui vont être... Mais la résistance, elle n'est ni mal ni bien, elle fait partie. Non, elle fait partie du système. Et donc, il va nous expliquer que pour l'association, l'amnésie est une forme de résistance qui perturbe l'association libre, surtout dans le cas de la névrose hystérique. Justement, Freud va nous dire que non. Freud va nous dire que non. Alors, ça y est. C'est-à-dire qu'il va nous dire que les souvenirs que le sujet nous présente, en général, sont suffisants. Non, tout ce qu'il va appeler les souvenirs écrans sont du matériel suffisant, qu'il y a là tout le matériel nécessaire, les moments les plus importants de l'enfance du sujet. Qu'avec ça, on en a assez. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des souvenirs, d'accord? Sinon, il s'agit de certaines positions du sujet. Donc, il va dire que premièrement, le travail à réaliser dans une analyse, c'est apprendre à associer librement. Et on va voir que justement, apprendre à associer librement, c'est justement ce qui dérange. D'accord? C'est-à-dire que c'est un travail en lui-même qui va rencontrer des difficultés. Apprendre à associer librement, c'est-à-dire que je vais parler, puis que tout d'un coup, je vais découvrir des choses que je ne connais pas. Et en plus, parce que l'association libre, justement, vient faire référence, parce que rappelons-le, ce qui est réprimé, le sujet continue à faire un travail pour le maintenir réprimé. C'est toute cette énergie qu'il utilise pour que surtout que ça ne sorte pas. Ce qu'il a un jour réprimé, il va travailler pour le maintenir réprimé. Donc, dans l'association libre, il peut, sans s'en rendre compte, tout d'un coup s'approcher de ce matériel. Non? Et donc, tout d'un coup, poum, résistance qui va s'établir. Il décide de partir en vacances. Et donc, il interrompt pendant 1 semaine le traitement. Résistance. D'accord? C'est-à-dire que Freud, il dit bien, ne nous laissons pas avoir avec le discours du patient, non? C'est-à-dire qu'il y a, il n'y a pas de, ce n'est pas qu'on ne peut pas partir en vacances, sinon qu'on va le lire comme une résistance. Point, c'est tout. Donc, ce n'est ni bien ni mal, sinon que ça fait partie du processus. Non? Et donc, il va dire que les symptômes du patient, bien évidemment, sont les conséquences d'un travail de répression. C'est parce qu'il y a eu répression qu'il y a symptômes. Nous sommes d'accord, non? Donc, c'est-à-dire que c'est parce que il y a certaines choses qui ont été réprimées, non? On va dire que à la base, ce qui a été réprimé pour le sujet, c'est le désir sexuel infantile réprimé, non? Le complexe d'Oedipe. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'il va se rapprocher de ce matériel, va apparaître, parce qu'après, ce matériel en lui-même, ça c'est le centre, le cœur de la question. Mais après, il y a plein de ramifications, du matériel qui a été réprimé. Donc, dès que je vais me rapprocher d'une petite branche, même très lointaine, boum, résistance. Ce qui est réprimé fait référence à des émotions pénibles. Non, Nadia. Non, ce qui est réprimé fait référence à des choses pas obligatoirement qui sont pénibles. Alors elle parle de honte, de mépris, de désir. Ça c'est bien. D'accord, Nadia, c'est bien. C'est les désirs, non? En général, l'être humain, il a des difficultés à accepter son désir inconscient. D'accord? C'est-à-dire qu'il a un désir et qu'il est inconscient et donc il a des difficultés
l'accepter. Donc, euh, Donc, dans l'association libre, une des difficultés, c'est de savoir qu'il y a des choses dont je vais devoir parler qui sont désagréables. Alors, donc, on va devoir, comme dit Nadia, passer le sentiment de honte. Bon, c'est la honte, c'est pas grave. Non, passer la honte, passer l'idée de mépris, parler mal de certaines personnes, ou au contraire parler trop bien de certaines autres. Non, c'est-à-dire apprendre à parler de façon, non, nous avons là un terrain de liberté pour apprendre à parler, donc il faut pouvoir dépasser. Sylvie, vous dites pourquoi quoi. Donc, non, et donc la résistance, et quand c'est le psychanalyste qui part en vacances. Donc bon, ça ce sont des cas, non, ce sont des cas puisque le travailleur il part en vacances. Donc nous on fait référence à le travail, non, le travail du patient. Non, comme maintenant on n'est pas en train de voir avec le travail qui correspond, on n'est pas en train de parler de ce travailleur de l'autre côté, parce qu'en fait c'est une rencontre entre deux travailleurs. Il y en a un qui doit donner la matière première pour que l'autre puisse faire son travail. Tant qu'il n'y a pas de matière première, l'autre ne peut pas faire son travail. D'accord? Donc, donc, il y a parfois le besoin de passer sur certaines choses désagréables pour avoir accès, pour pouvoir dire quelque chose, non? Et donc, on est avec l'interprétation, avec la possibilité donc de l'interprétation, au lieu de la satisfaction des désirs, Freud propose là ce qui ne résout pas le problème puisqu'il y a toujours retour du refoulé. Donc, bah oui, mais ce sont tous des mécanismes qui font partie du mécanisme du psychisme. Et le retour de refoulé, il y en aura toujours. On ne va pas éliminer le réprimé. Ce qui est réprimé est réprimé. Hein, mais sinon que on va d'une certaine façon, on va dire qu'il y a certaines choses qu'on a réprimées qui ne devraient pas être réprimées. Pourquoi on n'ose pas faire face à certaines idées que nous avons, à certaines non, on veut garder secret, mais garder secret pour nous-mêmes. C'est pas qu'on veut pas le raconter à l'autre, c'est qu'on ne veut pas le savoir nous-mêmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont très bien dans la vie, que tout va bien, qu'ils trouvent que non, que leur histoire va bien dans la vie, mais que non, il faut descendre dans la mine, travail d'analyse. Mais ce n'est pas descendre, René, c'est écouter. D'accord? Parce que ça aussi, c'est penser que l'inconscient est dans les profondeurs, qu'il faut aller le chercher dans les profondeurs. Daniel Bonjour. Et en fait, Freud va dire, ce n'est pas dans les profondeurs. Ça, non, c'est une déviation, on va dire. Sinon que l'inconscient est dans la surface, dans le discours du patient. Le désir n'est pas réprimé en fonction d'un interdit comme pour le complexe d'Oedipe. Donc il y a pas toujours, Sylvie, parce qu'en fait, on va voir que ce qui est à la base réprimé, c'est le désir sexuel infantile réprimé. Mais après, il y a toutes les ramifications qui vont partir à partir de là. D'accord? Et donc, selon l'histoire du sujet, on va voir que tout ce qui est en relation donc avec ce noyau du départ va être aussi réprimé. Et comment il va être en relation? Par la chaîne de signifiants. Donc, s'il y a une chaîne de signifiants qui m'amène directement là, poum, toute la chaîne peut être, non, peut être effacée. C'est-à-dire qu'il y a non, comme je crois qu'on en parlait la fois dernière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai voulu réprimer en l'an 2010, et du coup, un moment de l'année j'ai voulu le réprimer, du coup j'ai réprimé toute l'année 2010. Et en plus, ce qu'il y a, donc on va dire le refoulement ou la répression. Donc bon, les Français disent refoulement, moi j'utilise répression parce que si je travaille sur des textes en espagnol et on utilise répression, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est ce mécanisme qui n'a pas, qui a transformé, on va dire, l'information qu'il a mis pour le devenir inconscient. Et inconscient, donc la répression, c'est-à-dire que le matériel ne disparaît pas, il continue à vivre, et que ce qui est réprimé, si on ne travaille pas, les ramifications s'agrandissent et prennent de plus en plus de place dans la vie du sujet. Hein, c'est-à-dire qu'un névrosé à 15 ans, c'est un névrosé à 15 ans, mais quand il en a 35, ça a déjà envahi beaucoup plus de choses dans sa vie. Hein, et au plus il avance, s'il ne s'occupe pas
de ça, bah, ça avance de plus en plus. Ni l'un ni l'autre. Donc, on disait qu'avec l'interprétation, avec le travail d'interprétation, il y a une intervention directe sur la structure qui surdétermine la production du symptôme. D'accord? Donc, pourquoi? Pour que la production du symptôme ne soit plus nécessaire pour le sujet, parce que comme quelqu'un disait, le symptôme, c'est un moyen de défense, c'est une solution pour le sujet. Donc, quand tout le matériel est préparé pour l'interprétation, on va interpréter le sujet pour qu'il n'ait plus besoin de produire ce symptôme, sinon qu'il peut faire face à la situation sans avoir besoin de produire de cette manifestation. On n'est pas là pour fouiller dans la vie du patient, c'est malsain, on l'écoute, exactement, Kala. On n'est pas là pour fouiller dans la vie du patient. Comment interpréter? Bon, bah ça, c'est un autre type de travail. Mais regardez ce que va nous montrer un petit peu Freud, parce que c'est très intéressant. Donc, sachons que la pulsion, ce qu'elle veut, c'est toujours chercher à s'exprimer. Hein? Elle veut toujours, est-ce que des difficultés de mémoire qui ont pour origine la résistance depuis l'enfance peuvent se résoudre à l'âge adulte via une thérapie psychanalytique? Oui. Donc, oui, parce que les troubles de mémoire, hein, les troubles de mémoire, ce sont justement, donc effectivement, comme vous dites, des petites répressions ou des petites résistances. Donc, que la pulsion cherche toujours à s'exprimer, que l'inconscient va toujours chercher à s'exprimer dans la conscience. Et que pour pouvoir s'exprimer dans la conscience, il va se déguiser pour apparaître, pour qu'on le laisse passer, puisqu'il y a plusieurs barrages où il va devoir passer pour se déformer. Hein. Et donc toujours se déformer. Pourquoi? Parce que le sujet ne veut rien savoir de tout ça. D'accord? C'est-à-dire que le sujet ne veut rien savoir de ce matériel qui a été réprimé. Non, il y a des fois des personnes qui font un lapsus et qui deviennent rouges derrière le lapsus parce qu'ils se sont rendus compte, même si eux-mêmes ils savent pas exactement ce que c'est, ils se sont rendus compte qu'ils ont révélé quelque chose qu'ils auraient préféré cacher. Hein. Donc, et donc, il va faire référence ici dans ce texte de Freud, justement, dans cette relation de transfert, dans cette relation de force. Donc, il va y avoir la tendance à se souvenir, mais au lieu de raconter le souvenir, puisque le souvenir est réprimé, ce que le sujet va faire, c'est répéter en acte. C'est-à-dire qu'il ne se souvient plus, lui, il n'a pas conscience, bien évidemment, de son souvenir, mais non seulement il n'a pas conscience de son souvenir, sinon qu'il n'a même pas conscience qu'il répète quelque chose, donc qu'il n'a pas assimilé. L'analyse n'a rien à voir avec la mémoire, à mon avis. L'inconscient peut revenir malgré le sujet dans son discours. L'analyse n'a rien à voir avec la mémoire. La mémoire sensorielle est intéressante, ou dans ses actes. Oui, mais n'a rien à voir avec la mémoire. Bon. Parce que je pensais à la fabrication de la mémoire, non? Que la mémoire de l'être humain, non? Que l'inconscient a à voir avec la mémoire. Parce qu'il y a eu plusieurs couches. À chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, non? Il y a une transformation des informations. Donc, mais bon, c'est un autre sujet. Nous allons continuer avec l'idée de la répétition. Hein? Donc, il y a un type de souvenir. Et après, il y a ce qu'on appelle, Amira, bonsoir. Il y a ce qu'on appelle donc la répétition. Et il va dire que en fait, il y a une répétition qui va avoir lieu et que dans l'analyse, on va pouvoir la voir clairement puisqu'elle va avoir lieu devant le spécialiste, devant celui qui va pouvoir faire la lecture de cette répétition, ou au lieu donc, comme je disais, de raconter le souvenir, il le répète en acte. Et sans le savoir, et ça c'est la découverte de Freud, c'est-à-dire sans savoir, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inconscient, il ne va pas voir ni ce qu'il répète, ni qu'il répète. Non? Par exemple, il ne le reproduit pas comme souvenir, sinon qu'il le reproduit comme acte. Et donc Freud il va nous donner des exemples, non? Et il va dire, par exemple, l'analysant, non? L'analysant et le lapsus. Et l'analysant, il dit, il raconte pas, il ne se rappelle plus
que quand il était petit, il s'est montré rebelle face à l'autorité de ses parents. Donc ça, il l'a oublié. Non, le transfert est aussi une répétition. Dans le transfert va avoir lieu la répétition. Non, parce qu'en fait, le transfert, c'est pas exactement une répétition, non, puisque c'est une nouveauté pour le sujet. Mais par exemple, non, donc il dit, voilà ce qui peut se répéter. C'est-à-dire que le petit garçon, la petite fille, non, était rebelle vis-à-vis de ses parents. Mais tout ça, elle l'a oublié. Alors peut-être qu'on lui en parle, mais comme elle l'a oublié, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'elle va répéter dans sa vie quotidienne, c'est qu'elle va montrer qu'elle est rebelle face aux indications du psychanalyste, rebelle face à son chef, rebelle dans d'autres situations. Et donc c'est à partir de là qu'on peut interpréter en disant, non, ça c'est une répétition, par exemple. Une autre chose qui est très intéressante, il dit que, par exemple, que le sujet ne se souvient pas, comme la majorité d'entre nous, ne se souvient pas que notre investigation sexuelle, à savoir d'où viennent les enfants, ben nous avons oublié comment, ou en grande partie, de comment nous avons mené cette investigation. Et surtout que nous avons tous échoué. Nous avons tous raté l'examen de l'investigation de la sexualité. Nous avons tous raté l'examen dans le sens où nous n'avions pas toutes les informations nécessaires. Donc, c'est normal que nous ayons échoué. Et en plus, il dit Freud, et en plus, nous sommes restés donc perplexes. On n'a pas réussi à obtenir le résultat, pas de résultat sur cette investigation. Et donc, il dit, et ça, donc ce qui l'a laissé perplexe, bah, ça revient dans la conscience, enfin ça revient dans la vie du sujet, même adulte. C'est-à-dire que c'est le sujet qui va produire, par exemple, qui va produire une série de rêves compliqués, ou qui va avoir des idées très confuses, qui va toujours donner des informations, on a l'impression que de quoi il me parle, et qui en plus se lamente, parce qu'il dit que tout ce que je fais, à chaque fois, ça jamais de bons résultats, tout ce que j'entreprends, ça finit toujours mal, etc. Et que de toute façon, je vais jamais pouvoir faire quelque chose. Non, je vais jamais pouvoir mener à bien aucune entreprise. Donc tout ça, ça vient de ce souvenir réprimé, enfin de cette idée réprimée que l'investigation sexuelle, non, a échoué. Alors vous voyez que le sujet peut absolument pas s'en rendre compte. Bon, après, si on a certaines pistes de Freud, on peut peut-être mieux s'en rendre compte. Et encore, le sujet avec lui-même, il s'en rend pas compte. Il a toujours l'impression qu'il s'agit d'autre chose, non? Ou après, il va nous donner une autre idée qui est super bien. Il dit, je ne me rappelle pas avoir eu honte, non? De certaines activités sexuelles, de mes propres activités sexuelles, ou de ce que j'aimais bien voir ou regarder. Il dit, non? Et que d'avoir peur que les autres découvrent en fait ces activités sexuelles, il dit par contre, j'ai honte et je cache à tout le monde que je suis en train de réaliser un travail analytique. C'est quelque chose, je préfère le maintenir en secret. D'accord? Donc vous voyez que ça n'a rien à voir, non? Que ça n'a rien à voir avec d'où ça vient, sinon que c'est une transformation complète et que sans une interprétation, non, parce qu'après chacun a son petit jardin secret, je veux dire que chacun a réprimé, non, une partie particulière dont il n'a pas notion, c'est quelque chose d'inconscient et qui va se manifester donc dans la conscience sous une toute autre forme, et des choses où le sujet ne va même pas s'en rendre compte, ou quand il s'en rend compte, il comprend pas pourquoi. Pourquoi? C'est ça qui m'arrive, non? Donc, donc il va dire qu'il va retrouver aussi, non, de la même façon que on va voir qu'il va retrouver que Freud il découvre que ces mises en acte, ben ils vont apparaître dans le transfert, d'accord? Donc il y a la répétition comme la manière de se souvenir de quelque chose de réprimé, non, que dans la répétition. Et c'est pour ça qu'il va nous parler, attention, de la compulsion à la répétition, c'est-à-dire quelque chose d'un processus, dans la compulsion à la répétition, c'est-à-dire que le sujet ne peut pas l'éviter. Non? Et, et pour revenir, un petit commentaire pour revenir à la résistance,
non? Pour les gens qui pensent que c'est quelque chose de négatif, la résistance c'est quelque chose qui, quand il apparaît en analyse, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que Freud il dit on ne peut pas attaquer un ennemi qui ne se montre pas. Donc, avec la résistance, ben, on voit qu'on est près de l'ennemi. Et donc, on va pouvoir, et c'est là où le sujet, ben, il doit continuer, se maintenir en analyse, malgré les désagréments, malgré tout ce qui lui arrive, hein. Sinon, qu'il doit se maintenir, parce que ça veut dire qu'on est tout près et qu'on n'est pas loin de pouvoir sauter la barrière. Les déplacements rendent le travail analytique intéressant, mais plus long. Alors, il n'y a pas de plus long ou de plus court, il y a chaque traitement, non, chaque travail analytique est particulier. Avec chaque personne, c'est particulier et que ce n'est, je dirais, jamais rapide, ou ce qu'on pourrait appeler rapide dans la société dans laquelle nous vivons. D'accord? Sinon que c'est un travail continu. Mais quand je dis que ce n'est pas un travail rapide pour en finir avec non, les symptômes ou pour tout connaître du sujet, parce qu'en fait ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'on va parler aussi d'une psychanalyse à vie, non? Le lapsus est la manifestation de l'inconscient, exactement. Donc le lapsus, le symptôme, le mot d'esprit, les rêves, les oublis, tout ça, ce sont des manifestations de l'inconscient, les actes manqués, hein. Donc, donc on va voir que ces situations qui se répètent dans la vie quotidienne donc, vont aussi se répéter, non, pendant le travail analytique. Donc, mais Freud il dit, mais qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète? C'est quoi cette compulsion à la répétition? Donc, qu'est-ce qui se répète réellement dans le sujet? Pourquoi le sujet a besoin de répéter, non, de répéter obligatoirement, hein? Et donc, il dit qu'il va pas essayer d'éliminer tout de suite le symptôme, sinon qu'il va aller au-delà, non? Au-delà du symptôme. Et, et qui va toucher, donc comme on disait, qui va intervenir, cette répétition va intervenir et va se manifester dans le transfert. Il dit, une des premières choses qui va arriver, c'est ce qu'on appelle l'amour de transfert. C'est vraiment une relation amoureuse et il y en a d'autres, mais disons que c'est toujours l'amour de transfert, c'est-à-dire que pour parler à quelqu'un, il doit y avoir une production d'amour, parce que sinon, pourquoi je vais parler à l'autre, non? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette relation. Après, cet amour va se transformer, mais au départ, c'est un amour de transfert. Et c'est-à-dire que Freud va parler donc de cet amour de transfert comme quelque chose, comme je disais, qui est positif dans le sens où c'est parce qu'il y a un certain amour dans cette relation qui va permettre que je parle, et d'un autre côté, ça va aussi être comme un obstacle. C'est-à-dire que qui va donner là, certains le symptôme symbolise, est-il toujours un conflit? Un conflit de quoi? Non, c'est pas obligatoirement un conflit, c'est une expression, non? Le symptôme, c'est je n'ai pas pu exprimer directement ce que je voulais. Bon, après, ça dépend dans chaque névrose un petit peu comment c'est, mais je n'ai pas pu exprimer directement, hein, ce qu'il fallait que j'exprime. Donc, j'ai déformé la chose et j'ai produit un symptôme, hein, au lieu de l'exprimer directement. Et donc, il va dire, en parlant de ce transfert, donc de cette répétition, hein, où en fait le sujet il va répéter des conduites qu'il connaît déjà d'ailleurs de lui-même et il va répéter, mais là cette fois-ci devant un expert, devant un spécialiste qui va pouvoir donc écouter d'une manière différente. Et alors on va dire amour de transfert ou dans l'analyse, ou que dans l'analyse. Bah, en fait, c'est l'amour de transfert. Oui, effectivement, Freud, il appelle ça l'amour de transfert, mais c'est que dans l'analyse. Mais c'est un type d'amour que le sujet, il connaît déjà. Je veux dire que c'est une répétition pour lui, non? Ce n'est pas que c'est un amour tout nouveau, tout spécial, non, non, sinon qu'il va répéter cet amour. Et donc, il dit que ça apparaît comme un obstacle, dans le sens où ça apparaît dans un obstacle, dans le sens où quand le patient va l'utiliser pour arrêter d'associer librement, hein, puisqu'en fait il est interrompu par cette idée. Et donc, il va nous donner, par exemple, il va nous expliquer, par exemple, qu'il y a des répétitions et qui vont expliquer certaines conduites, non, de certains sujets. Par exemple, l'échec.
non, comme on disait donc de cet échec, l'échec qui se répète, non? Et que les échecs dans la vie des sujets, non? Un sujet peut se voir qu'il se plante toujours au même endroit, la même question et tout ça. Et donc, il va même en arriver, le travail est d'aller voir ce qu'il y a derrière le symptôme. Derrière, non, 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 c'est une production, il n'y a rien derrière. Il faut le désarticuler. Quelle différence entre le névrosé et le psychotique au niveau de cette répétition? La répétition, c'est la répétition, non? La compulsion à la répétition, c'est-à-dire que le psychotique, bon, lui, il est tout narcissique, tout dans le moi, non? On va dire, alors que le névrosé, il a une relation avec, non? Avec un objet. Bon, mais moi, je vais essayer de dire ce qui m'intéresse ici, parce que c'est intéressant. Par exemple, il va parler de ces personnes qui se plantent toujours, comme je disais, ou qui se voient, non, échouer dans leurs entreprises, toujours de la même façon, et qui finissent même par croire que, en fait, ben, c'est leur destin. Échouer, c'est leur destin. Ben, c'est comme ça qu'ils sont là. Pourriez-vous donner des exemples de cas de répétition? Ben, c'est ce que je viens de faire, Sylvie, vous n'avez pas écouté? J'ai pris des exemples qu'a présenté Freud, non? Les cas de répétition. Et donc, là, on va voir Et donc, on va voir qu'il y a dans ce genre d'échec, cette répétition dans l'échec, ou justement dans le... Donc, le sujet, il y a toujours, à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, poum, ça échoue. D'une façon ou d'une autre, on ne sait pas comment il fait, mais il obtient toujours le même résultat. Grâce à vous, je viens de mettre en lumière un de mes schémas répétitifs. Merci. Donc, mais que l'échec, ça a une fonction pour le sujet. Mais quelle est la fonction de l'échec? C'est comme si le sujet devait payer un prix, non? Comme s'il devait payer le prix de l'échec. Devait payer le prix de l'échec. Pourquoi? Qui sont exigés par la culpabilité. Le névrosé sait que ça vient de lui. Le psychotique accuse l'autre ou l'extérieur. Mais ça, c'est une apparence, non, Pauline? Ça, c'est apparemment. Oui, ça, c'est le discours. Non? Là, après, nous, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe au niveau, au niveau psychique, pas simplement au niveau du discours du patient, non? Au niveau psychique. Et donc, il va nous montrer un petit peu, parce qu'il dit qu'il a donc face à ces échecs, donc qui vont être une répétition que le sujet va répéter, et qu'en fait, c'est pas cette compulsion à la répétition, elle est en relation avec la culpabilité. Non? C'est-à-dire que l'échec, ce serait une manière de supporter la culpabilité et une preuve, non? Et après, on va voir que la preuve, mais que cette culpabilité, en fait, elle ne se conforme pas avec ce simple paiement d'un simple échec, sinon qu'elle va réclamer d'autres nouveaux échecs. Et le sujet va travailler pour essayer de tranquilliser sa culpabilité, donc en échouant une fois, deux fois, trois fois, comme ça, de façon répétée. Et donc il dit qu'ici, il se crée une fonction particulière de la répétition. Et quand il arrive, il va nous parler par exemple d'un cas il va prendre un récit de Ibsen, de l'auteur de Ibsen, dans cette cette pièce de théâtre, où il va parler de ce personnage qui s'appelle Rebecca, où en fait cette Rebecca, elle rêvait de pouvoir se marier avec un homme, et qu'en fait il y avait plein d'obstacles, non? Plein d'obstacles pour arriver jusqu'à cet homme, et en fait elle arrive à éliminer tous les obstacles pour que justement l'homme il accepte, c'est pas qu'il accepte, sinon qu'il la demande en mariage. D'accord? Quand justement c'était complètement inespéré. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse. Elle refuse d'accepter la proposition. Et elle va lui dire, c'est justement précisément ce qui est terrible, c'est-à-dire ce que j'ai tant attendu, ce que je voulais tant avoir, maintenant que ça arrive, ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que je refuse de prendre le chemin de mon bonheur, elle dit directement. Non, elle ferme le chemin du bonheur. Et donc, Freud, il va dire, c'est-à-dire que c'est réveillé en elle, dans sa conscience, le sentiment de culpabilité qui lui interdit, non, de pouvoir profiter des succès de son travail, parce qu'en fait, c'est elle qui avait éliminé tous les obstacles pour réussir à se marier avec ce monsieur. Et donc, en fait, elle ne peut pas.
Non, elle ne peut pas. Si je comprends bien, l'origine de cette répétition est une répression. Bravo Sophie. Alors on va dire, et ici c'est Nadia, l'échec a une fonction qui est celle du prix à payer d'une culpabilité. Entre autres, non, ça va pas seulement. La névrose, c'est que, alors, quelle culpabilité paie-t-on en pratiquant les échecs à répétition? Ben, on va dire que le sujet est oui, ça arrive, ça. Donc Sylvie, elle est d'accord. Non, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer, ben, le prix de l'échec. Vous croyez que c'est pas un prix psychiquement, non? Parce que c'est quelque chose qui est au niveau de l'économie psychique, c'est-à-dire que je n'ai pas accès au bonheur, comme si. Donc, quand on voit, par exemple, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, être une personne privilégiée, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'être une personne privilégiée. Il y a des gens qui ne savent pas que leur culpabilité, justement, arrive et qu'ils n'arrivent pas à supporter les privilèges. C'est pour ça qu'il faut payer quelque part. Il faut payer pour se libérer de, et c'est pour ça qu'on va dire que dans le paiement d'une psychanalyse, non seulement je paye le travail, non, du professionnel que j'ai embauché, sinon que en plus je vais payer, je vais donner de l'argent qui était quelque chose qui, mon argent, quelque chose d'important pour moi, et que je vais l'utiliser pour payer. Et ça tranquillise. Bah, vous voyez, il y a des gens qui payent, il y a des ONG, il y a des gens qui payent, non, à droite à gauche, pour tranquilliser leur sentiment de culpabilité. Mais génial ce que vous dites là, mais pourquoi cette culpabilité? C'est un désir infantile réprimé. Bon, ça c'est un autre sujet, Pauline, d'accord? Moi, ce que je voulais arriver, c'était arriver que Freud va nous parler, donc à partir de la deuxième topique, donc à partir de 1920, dans le texte de Au-delà du principe de plaisir, où il va faire donc cette grande découverte qui va pouvoir lui permettre d'expliquer un petit peu le phénomène des échecs. C'est très important dans la vie de pouvoir expliquer en fait ce phénomène de la répétition. Et il va l'expliquer, donc quand on va dire qu'est-ce qui se répète. Mais qu'est-ce qui se répète? Oui, d'accord, il est satisfait le sentiment de culpabilité avec les échecs. Mais qu'est-ce qu'il répète? Qu'est-ce qu'il est en train de répéter psychiquement? Non? Qu'est-ce qu'il répète? Et en fait, il va expliquer qu'il est en train, il fait cette répétition, donc sur une information réprimée, non? Sur des données, un contenu réprimé, quand le sujet se trouve face à quelque chose, en fait, auquel il ne peut pas faire face, qu'il ne peut pas intégrer au cours de ses représentations. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore mis, qu'il n'a pas fait passer en symbole, qu'il n'a pas fait passer par la parole. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par la parole. D'où l'importance, bien évidemment, d'apprendre à associer librement. Non? Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, non, euh, donc en fait, qu'il ne peut pas s'exprimer dans la conscience, non? Donc, sous forme de symbole, qui ne peut pas être symbolisé et qui reste là comme en suspens, non? Et c'est ça qui va se répéter. Non, c'est cette chose impossible que je ne sais pas dire, que je ne sais pas ce que c'est et à laquelle je ne peux pas faire face. Et Freud, il va dire, il va l'appeler, ce phénomène, il va l'appeler comme le traumatique. Après, on va voir que le véritablement traumatique pour le sujet, c'est justement la parole. Que, en fait, quand je traduis, non, il y a des gens qui préfèrent ne pas parler parce que quand ils parlent, ils déréalisent ce qu'ils ont dans la tête. Donc, et ça se transforme, donc ils préfèrent ne pas parler. Je ne parle pas, comme ça, je continue avec l'histoire que j'ai dans la tête, je la transforme pas en mots. Non? Donc, donc il va le parler, donc il va en bain de ne pas pouvoir mettre en mots, non? Mettre des mots sur certaines choses, sur des choses en fait qui sont sur lesquelles le sujet ne peut pas faire face, en fait, qui va dire qu'il déborde le sujet. Et c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il n'a pas les instruments nécessaires pour digérer cette information, non? Pour diriger ça, non? Pour lui donner une voix, pour mettre des mots. Et, et alors, on va voir. Attendez. Oups, je me suis trompée. Je n'ai plus l'information. Alors, attendez. On va voir si j'arrive à avoir. Parce que ici, il y a euh, l'information ici qui va. Et en fait, il va nous expliquer une effraction du psychisme due à un traumatisme qui n'a pas été élaboré.
Mais c'est pas un traumatisme, c'est quelque chose, non? On va dire que c'est pas du vécu. Quand on parle de traumatisme, on ne parle pas de vécu. On parle de quelque chose où le sujet n'a pas été capable d'y mettre des mots. Parce qu'il a été débordé par une augmentation de la tension. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose de grave pour le sujet. Ne confondons pas avec le vécu, non? Donc, et en fait, il va dire que la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est c'est faire, et la personne qui exprime trop facilement, comment l'analysez-vous? Il n'y a personne qui s'exprime trop facilement. Le traumatique est quelque chose qui déshumanise la personne. Bon, ça, ce sont des idées pas très psychanalytiques. Et en fait, la vie, il va nous dire, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un détour, le plus grand détour qu'on peut faire, non? De la vie, du sujet pour arriver, non? De nouveau au point dit la répression émotionnelle peut causer des maladies chroniques. Mais ça n'existe pas la répression émotionnelle, pas en psychanalyse, non? Ce qui existe, c'est la répression, ou le refoulement, comme vous voulez. Mais, donc, et ça va causer des maladies, hein? Mais et là, le maintien de cette répression peut causer des maladies chroniques. D'ailleurs, la prochaine fois, nous allons parler de dépression et cancer. Donc, nous allons voir. Et en fait, ce qu'il va nous expliquer, il va nous expliquer qu'en fait, il y a une tendance dans le sujet, ça, il va nous le présenter au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire qu'il y a autre chose que le sujet, ce qu'il cherche, c'est pas toujours le plaisir, sinon qu'il y a autre chose qu'il va, non, la compulsion à la répétition, c'est qu'il répète quoi? Cette situation, il va dire, cet point de départ, cette situation, comment il l'appelle, de le point de inanimé, la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la pulsion de vie, de la pulsion de mort, qu'elles vont toujours ensemble, non? Et c'est-à-dire qu'il y a toujours cette pulsion qui va chercher à s'exprimer. Et qu'est-ce qu'elle cherche à exprimer? De revenir d'où on vient. C'est-à-dire à cette partie de nous de l'inanimé. Ne pas jouir ses propres réussites ou accomplissements peut représenter cette culpabilité réprimée répétitive. C'est pas ça qui est répétitif, c'est pas la culpabilité. La culpabilité, elle est toujours là, Rachel. Elle existe, elle est là pour tout le monde. D'accord? Mais la compulsion à la répétition, non, c'est autre chose. C'est en relation donc avec la pulsion de mort. Ça, il va falloir faire un sujet spécial sur la pulsion de mort. Non? Ou en fait, la pulsion de mort, ce qui se répète, et en plus, il va nous dire ce qui se répète. Attention, oh, il est déjà là. Ce qui se répète, c'est quelque chose qui se répète et qui est toujours différent. D'accord? Et donc, ce qui se répète, c'est toujours cette tendance à aller vers l'inanimé. Il dit, et en fait, il va nous expliquer, c'est de là d'où on vient, de cette partie d'inanimé, cette pulsion de mort, cette pulsion de cette partie d'inanimé. Donc, c'est pas à la mort que nous allons, non? Sinon à une partie inanimée, où il n'y a rien qui existait. Donc, Nadia, bah, vous ne parlez pas, le nirvana, c'est quelque chose que Freud, il a renoncé. Le point zéro, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que l'échec est un lien avec la pulsion de mort? Ben, sur certains cas, il faudrait voir, non? Mais ce n'est pas une formule, je veux dire, ce n'est pas une formule. La formule, ce serait compulsion à la répétition, qui est toujours différente. D'accord? Ça, c'est la formule. C'est-à-dire que dans le sujet, il y a toujours une compulsion à la répétition et que cette compulsion à la répétition, on doit regarder, non, pour voir la différence qu'il y a à chaque fois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser ce que vous vouliez dire en parlant de psychanalyse à vie? Bon, on va dire, Fabienne. Pour travailler comme psychanalyste, la psychanalyse, se psychanalyser est obligatoire pour tous les psychanalystes. C'est quelque chose d'obligatoire parce que si moi je ne suis pas dans la machine qui fabrique l'inconscient, je peux pas travailler pour fabriquer l'inconscient de quelqu'un d'autre. Non, c'est-à-dire que ça fait partie. Non, nous sommes dans une chaîne et en plus c'est quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire moi par exemple, j'appartiens à une école, j'appartiens à une manière de penser la psychanalyse. Donc tout ça, c'est ce qui va intervenir, on va dire, quand je travaille. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de moi. Donc la psychanalyse est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent comme psychanalystes. Et en plus, après, bon, de toute façon, pour le sujet, la psychanalyse à vie, c'est-à-dire que
On n'en finit jamais avec son inconscient. C'est pas ça y est, j'en ai fini, ça y est, maintenant c'est fini, non? Tendance à aller vers l'inanimé. Retour, notre Big Bang. Je ne sais pas si on peut faire ça, non? Je en équilibre. René dit, l'être est déchiré entre Eros et Thanatos. Mais c'est pas la même chose, René, ça, hein? Parce que ça, c'est l'amour et la haine. Mais là, ici, on parle de pulsion de vie, pulsion de mort. Il faudrait que je fasse un épisode de psychanalyse pour tous spécial, pulsion de mort. Mais la fois prochaine, on continue avec dépression. Mais disons que la psychanalyse à vie, c'est-à-dire que dès que j'arrête ma psychanalyse, ben, je ne produis plus d'inconscient, il n'y a plus de... Ma parole, elle devient... J'ai plus de rêve à interpréter, plus rien ne va être interprété. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de modification de mon appareil. Mon appareil va stopper sa modification, on va dire. C'est-à-dire que, parce que à chaque fois que je suis en analyse, ben, il y a des modifications psychiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, non, qu'il y a, oui, il y a des modifications psychiques, c'est pas qu'on dit, ça y est, c'est fini, ça n'existe pas. Bon, on a fait une première vision, donc il va falloir effectivement que je fasse un, un spécial pulsion de mort. Mais la fois prochaine, donc je disais, on fait dépression et cancer. Donc, génial, bonne soirée à vous aussi. Je suis d'accord avec vous, ok, super pour un sujet sur la pulsion de mort. Merci Fabienne pour m'encourager. Donc, bonne continuation à tous, bonne soirée, merci pour votre enthousiasme. Rappelez-vous que vous pouvez donc, qu'est-ce qu'on lit sur la dépression? Deuil et mélancolie, hein. Merci beaucoup, merci à vous, Jean-Loup, Noura, Séverine. D'accord, donc n'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'accord, qu'on avait notre passé, discours du passé, j'ai pas lu le temps. Bonne soirée, Daniel, Marie-Thérèse. Vous êtes d'accord aussi pour la pulsion de mort, hein, mais là, il faut que j'aille étudier. C'est Claudette, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir, Camille. Isabelle, bonsoir. Merci à vous, Myriam, bonsoir. Tite, Sophia, merci. Amiras, merci. Donc, aimez la page, faites des commentaires sur la page, partagez. Non, attirons beaucoup de gens sur ces vidéos qui font du bien à tout le monde. Vous voyez, nous avons été pratiquement 120 tout au long de cette vidéo sans pratiquement diffuser l'information. Donc, bonne continuation, merci à vous, et donc à la semaine prochaine, Sophie, Corinne, bonsoir, Anthony, merci à vous, à la fois prochaine, merci à vous, Fabienne, allez, bonne continuation, au revoir, Charlotte, bonne continuation. Bon, après, je regarde tous les messages, hein, vous le savez, déjà fini, ben, qu'est-ce que vous voulez, passer la soirée, hein, Sandra, Marie-Laure, bonsoir, Oustala, bonsoir, allez, au revoir, bonne continuation, au revoir.